Après avoir découvert l'épreuve que le Krampus avait pour moi, j'ai passé plusieurs jours sans sortir de ma nouvelle chambre. Je n'arrêtais pas de me goinfrer des plats qui apparaissaient comme par magie sur ma petite table de chevet. Car même s'il m'avait promis le contraire, je craignais de rencontrer mon bourreau. Et à vrai dire, je ne savais ni quoi faire ni par où commencer. Pourtant, la poupée continuait de me fixer peu importe où je me trouvais dans la pièce, comme pour me rappeler mon sordide destin. J'ai fini par trouver le courage de sortir, retrouvant plus facilement que je ne le pensais le chemin qui menait à l'atelier du Père Noël. J'ai poussé la grande porte qui m'en séparait, le cœur battant à toute vitesse. Mais la bonne odeur de sapin et de gâteau tout droit sortis du four a envahi mes narines, me rassurant un peu. À ma dernière visite, c'était le seul lieu dans lequel j'adorais être. Mais bien sûr, c'était avant de découvrir le terrible secret du Krampus. En avançant avec prudence, j'ai constaté que quelques petites choses avaient changé. Seul le grand dôme en verre qui surplombait la pièce restait inchangé, magnifique et majestueux. L'interminable sapin en décoration incroyable semblait toujours irréel. Mais cette fois-ci, il n'y avait aucun cadeau en dessous. Le traîneau rouge et tape à l'œil avait l'air encore plus grand et large que les précédentes fois où je l'avais vu. Le trône, quant à lui, siégeait vide tout au bout de la pièce. Je me suis retournée dans la direction opposée. Le voir me donnait des frissons. C'est comme c'est là que j'ai pu voir que les rangées de tables qui m'avaient permis à moi et à tous les anciens enfants sages d'effectuer notre travail l'an dernier avaient été remplacées par un véritable atelier. Je me suis approchée en faisant le moins de bruit possible pour ne pas les déranger. De toute façon, ils faisaient comme si je n'existais pas. J'étais bouche bée en regardant les lutins à l'œuvre. La vitesse à laquelle ils se déplaçaient était presque surnaturelle, leurs petites mains survolant les jouets avec une précision incroyable. L'atelier lui-même était un chef-d'œuvre d'ingénierie, avec des tapis roulants transportant des matières premières et des jouets dans un ordre méticuleux. Je ne vous parle même pas des jouets eux-mêmes. Chacun était fabriqué avec tant de soin et d'attention aux détails que ça semblait presque irréel. Des poupées aux joues roses et aux yeux brillants, des animaux en peluche à la fourrure douce et des petites voitures si réalistes qu'elles semblaient presque vrombir d'excitation. Comment est-ce qu'ils arrivaient à créer de tels jouets si rapidement? C'était un mystère pour moi, mais un qui ne faisait qu'ajouter à la magie de ce lieu. Malgré le rythme effréné de leur travail, les petits elfes semblaient très heureux. Certains d'entre eux fredonnant même en rythme avec leurs mouvements. Le contraste entre la scène féerique que j'avais sous les yeux et la réalité de ce qui se passait en coulisses me perturbait. J'ai préféré retourner dans ma chambre. En m'asseyant sur le lit, j'ai vu la poupée me fixer depuis la commode. Je savais qu'à un moment ou un autre, j'allais devoir commencer ma sale besogne. J'allais devoir prendre la responsabilité de jouer littéralement avec la vie de quelqu'un en risquant de la bouleverser entièrement. Je suis restée assise un bon moment à essayer de trouver le courage de me lancer. Et puis j'ai fini par me lever et aller chercher cette horrible représentation du petit Mathéo. Je l'ai prise dans mes mains et je l'ai tournée dans tous les sens. Bien sûr, le Krampus ne m'avait donné aucune information sur comment l'utiliser. Je suis persuadée que ça devait l'amuser de m'imaginer lutter à faire quelque chose qui pour lui devait être si facile. Je revoyais ce petit bout dans ma tête, son visage paisiblement endormi, ses petites mains qui agrippaient sa couverture et ses cheveux blonds tout ébouriffés. Après quelques minutes, j'ai senti le lit vibrer sous moi. Mathéo, vas-y, tu vas y arriver. La voix qui venait de s'élever et qui ne m'était pas du tout familière m'a fait réouvrir les yeux. J'ai vu foncer droit sur moi ce qui était sans aucun doute Mathéo. Ce n'était plus un bébé, il devait avoir au moins 7 ans. Son père était debout à proximité. Ils étaient dans ce qui devait être le jardin de leur maison. Il l'encourageait et lui demandait de donner le meilleur de lui-même. En voyant Mathéo se rapprocher de plus en plus près, sans signe d'un moindre ralentissement, j'ai cru qu'il allait se cogner violemment sur moi. Mais au lieu de ça, il est passé à travers moi comme si je n'existais pas réellement. Les yeux écarquillés et abasourdis de ce qui venait de se passer, j'ai vu Mathéo attraper une petite batte et son père lui lancer une balle. Mathéo s'est mis à frapper cette dernière de toutes ses forces, essayant de l'envoyer le plus loin possible. Malheureusement pour lui, il avait manqué sa première tentative. Son père continuait à l'encourager, un grand sourire aux lèvres. Mathéo essaya de nouveau, mais il manqua la balle une deuxième fois. Il se mit à pleurer, sans doute de frustration et d'embarras. Son père s'approcha et s'agenouilla à côté de lui, mettant un bras autour de son épaule de manière réconfortante. « Oh, c'est pas grave mon chéri. Puis ce n'est qu'un jeu, peu importe si tu frappes la balle ou non. » dit-il en essuyant les larmes de Mathéo. Mathéo se contenta de se blottir à l'intérieur des bras de son père. « Tu vas t'améliorer petit à petit. » le rassura son père. « Tout le monde doit bien commencer quelque part, et de toute façon, on est là pour s'amuser et passer du temps ensemble. C'est tout ce qui compte. » Mathéo leva les yeux vers son père et essuya ses larmes. Puis il murmura un petit « je t'aime ». Après ça,
Il attrapa la batte de nouveau en attendant que son père retourne à sa place pour lui relancer la balle. Il tenait désormais la batte avec beaucoup plus de confiance et de détermination que les dernières fois. Il la frappa à nouveau, et cette fois-ci, elle vola loin et très haut, passant largement au-dessus de la tête de son père. Matteo poussa un cri de joie en courant autour des bases grossièrement dessinées au sol. Le père de Matteo était aux anges. Il le regardait avec fierté en criant le nom de son fils avec enthousiasme. La scène était extrêmement touchante, et j'en avais les larmes aux yeux. Pour moi, il ne faisait aucun doute que ce moment de la vie de Matteo était un moment qui allait lui permettre de rester très loin de la liste des mauvais enfants. Rien qu'avec ça, son père lui avait montré ce qu'était l'affection, la compassion et le dépassement de soi. J'ai continué à regarder la scène tendrement. Si toute sa vie se passait comme ça, je ne voyais pas comment je pouvais perdre. Mais en même temps, je n'étais pas née de la dernière pluie, et je savais que ça ne pouvait pas être aussi facile. J'ai poursuivi mon observation pendant quelques minutes avant que tout ne se fige autour de moi. Le vent ne faisait plus frémir les feuilles dans les arbres, il n'y avait plus le moindre bruit, et Matteo et son père étaient aussi immobiles que des statues. Doucement, la scène que j'avais devant les yeux s'est mise à disparaître, me ramenant à ma réalité. Toujours couchée sur mon lit, la petite poupée à la main. J'étais tellement épuisée par l'expérience que je me suis endormie. En réfléchissant à comment la vie si parfaite de ce petit garçon pouvait changer au point de l'envoyer directement sur la mauvaise liste. Les jours suivants, j'ai passé mes journées et beaucoup de mes nuits à explorer la vie du petit Matteo, cherchant toujours le moindre détail qui pourrait le changer pour le pire. Mais par chance, il n'y en avait toujours pas. Un peu lassée de rester dans la même pièce et de n'avoir comme seule visite que Joséphine qui venait vérifier si je ne faisais pas de bêtises comme elle disait, j'ai décidé qu'il était temps de trouver des indices sur le lieu où se trouvait la dague. J'ai attendu que le soleil se couche pour sortir de ma chambre. Je ne savais pas vraiment par où commencer, mais j'ai rapidement pris la décision de commencer par l'atelier. J'étais de nouveau émerveillée par les aurores boréales qui baignaient l'atelier de leurs lueurs multicolores. S'il y avait bien une chose qui rendait cette expérience supportable, c'était la féerie des lieux, certainement créée par le vrai Père Noël. J'avais l'impression d'être dans un de ces livres que j'adorais tant. Je me suis approchée du grand arbre de Noël que j'avais déjà vu aspirer et faire disparaître des milliers de cadeaux. S'il y avait bien un endroit où cette dague pouvait se trouver, c'était bien là. Tandis que l'année d'avant le thème était rouge et or, cette année les centaines de décorations qui ornaient l'arbre majestueux étaient de toutes les couleurs. Ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'était celle en cristal. Je n'avais jamais rien vu de pareil. J'ai longuement essayé de vérifier chacune d'entre elles, malgré la hauteur du sapin. Et après en avoir compté et vérifié plus de 240, je me suis rendue à l'évidence. Encore une fois, ça aurait été beaucoup trop simple. Il fallait que je cherche ailleurs. Le traîneau n'étant pas loin, j'ai continué avec ça. J'en ai fait le tour en inspectant chaque millimètre de sa carrosserie rouge, sans trouver le moindre indice. Tant bien que mal, je me suis hissée à l'intérieur de l'immense véhicule. Le système de navigation a été incroyable. On aurait dit le tableau de bord d'un vaisseau spatial. Je ne me suis même pas risquée à y toucher. Et j'ai continué à chercher. Mais encore une fois, rien. Il ne restait plus que le trône du Père Noël. Toujours aussi grand et imposant. L'année d'avant, je n'avais pas osé m'asseoir dessus par respect pour le Père Noël. Mais maintenant que je savais la vérité, je n'avais plus aucun scrupule. Après avoir dû presque escalader pour monter dessus, j'ai contemplé l'intégralité de l'atelier. C'était tellement spectaculaire que je ne comprenais pas pourquoi il ne s'y installait jamais. En admirant ce spectacle, je me suis mise à toucher les accoudoirs de long en large. Et j'ai été sortie de ma rêverie en sentant une irrégularité sous mes doigts. J'ai lentement baissé les yeux pour voir ce que c'était. Et j'ai failli tomber de ma chaise en voyant ce que j'avais sous les yeux. Gravé dans un des accoudoirs, il y avait le même symbole que j'avais découvert sur la page que m'avait envoyé le professeur Rakitic. C'était bien l'entrelacement de lignes qui semblait former un flocon de neige. J'ai sauté de la chaise et j'ai commencé à l'examiner méticuleusement à la recherche d'une quelconque trappe ou d'une ouverture. À quatre pattes, j'ai même regardé en dessous. Je ne sais même pas combien de temps je suis restée là à chercher pleine d'espoir. Je savais que revoir ce symbole n'était pas une coïncidence. Tout à coup, un bruit au loin m'a vite fait me rappeler que je n'étais pas censée être là. Et que peu importe à quel point l'atelier était spectaculaire, il ne faisait pas moins partie du territoire du Krampus. Le cœur battant à 1000 à l'heure, et consciente du moindre bruit que je faisais, j'ai repris la direction de ma chambre en priant que ce que j'avais entendu n'était pas cet horrible monstre. Par chance, je n'ai croisé personne. Et j'ai soufflé un grand coup en refermant la porte de ma chambre. De multiples pensées et théories se bousculaient dans ma tête. Je savais que je tenais quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire de ce que je venais de découvrir. Dans tous les cas, c'était la meilleure nouvelle que j'avais eue depuis mon arrivée. Un grand sourire aux lèvres, je suis passée à côté de la commode d'où me regardait la petite poupée.
Malgré l'ébullition de mon cerveau et la joie que je ressentais, je l'ai saisi, vu que je n'avais pas encore fait ce que j'appelais désormais ma corvée quotidienne. Étant donné que je savais à quel point j'étais faible après ces visions plus que réalistes, je me suis comme à mon habitude allongée dans mon lit. J'ai eu du mal à me concentrer sur Mathéo cette fois-ci, vu tout ce que j'avais dans la tête. Mais rapidement, les vibrations familières du lit m'ont fait comprendre que j'avais réussi. En ouvrant les yeux, je me suis retrouvée dans une cuisine. Mathéo était assis sur une table avec sa mère. Elle le regardait avec tendresse engloutir le contenu de son assiette, pendant que son père préparait des crêpes pour le petit déjeuner. L'image parfaite de la famille idéale. Encore une fois, je ne voyais absolument rien à changer. Ce petit semblait avoir une vie plus agréable que la majeure partie des gens. Je commençais à croire qu'encore une fois le Krampus se moquait simplement de moi. J'ai continué à les regarder se préparer à partir, et avant même de m'en rendre compte, le décor avait changé et ils étaient tous installés dans la voiture. La journée d'automne était particulièrement belle, et les couleurs vives et variées des arbres de la forêt qui bordaient la petite route de campagne étaient à couper le souffle. Les parents de Mathéo discutaient tranquillement alors que lui regardait par la fenêtre. Tu travailles ce week-end? Non, pourquoi ma puce? Ce serait sympa d'aller faire un petit tour à la fête foraine. On inviterait un ami de Mathéo et on mangerait des pommes d'amour, de la barbe à papa, pendant qu'ils s'amuseront tous les deux. Son père n'avait même pas eu le temps de répondre que Mathéo s'était empressé de le supplier de dire oui. En souriant, son père lui avait répondu « Bon, d'accord, on est seulement un ami. Et après ça, il ne peut rester qu'un. » Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui venait de se passer. Tout était arrivé si rapidement et lentement à la fois. J'étais figée par la peur et l'incompréhension. C'était injuste. Pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi horrible devait arriver à une famille aussi adorable? J'ai vu la mère de Mathéo sortir de la voiture en boitant et en se tenant la poitrine. Malgré sa confusion et sa douleur visible, elle avait tout de même réussi à ouvrir la porte arrière, faisant sortir Mathéo qui avait l'air sonné, mais pas blessé. Après s'être assurée qu'il allait bien, elle s'était dirigée vers la porte avant, côté conducteur. Le cri de douleur et la façon dont elle s'était laissée tomber sur le sol a suffi à me faire comprendre que l'état de son mari ne laissait pas de place à l'espoir. Des larmes coulaient sur mes joues de façon incontrôlable. Et je n'ai même pas résisté quand la scène s'est figée et a laissé place au décor familier de ma chambre. Oui, j'étais triste, mais le sentiment qui m'envahissait petit à petit était la colère. Je n'en pouvais plus de tout ça. Cet ascenseur émotionnel dans lequel le Krampus me forçait à monter chaque jour depuis que j'avais eu le malheur de le croiser me vidait de toute énergie. Tout ça était de sa faute. J'étais sûre qu'il en était pour quelque chose. Quel monstre! Comment est-ce qu'il pouvait faire ça? Et surtout à un enfant. Cette ordure n'avait aucun scrupule. Et moi, je n'en avais plus rien à faire de ces menaces. La rage m'aveuglant presque, j'ai ouvert la porte de ma chambre si violemment qu'elle s'est cognée sur le mur et que le bruit qu'elle a fait a résonné le long du grand couloir blanc. Je me suis mise à avancer en direction de son bureau, en lui criant à plein poumon de se montrer, et en l'insultant pour le titiller dans son ego. Je savais que c'était la seule chose qui le faisait réagir un minimum. Et alors que j'arrivais presque à la porte de son antre, j'ai senti quelque chose m'attraper le poignet et me tirer en arrière. Je me suis retournée sans peur, et déterminée à le faire payer peu importe les conséquences. Mais à ma grande surprise, c'était Joséphine que j'avais devant les yeux. Elle avait l'air plus remontée que jamais. « Taisez-vous, petite sotte. Vous allez tous nous faire tuer. » Tous nous faire tuer? De quoi est-ce qu'elle parlait? Je l'ai regardée perplexe sans réellement savoir quoi répondre à ça. Est-ce qu'elle était de mon côté? Ou est-ce qu'elle essayait juste d'arrêter mon geste désespéré? Mais qu'est-ce que vous racontez? Et pourquoi vous essayez de m'aider? Retournez dans votre chambre. Je vous expliquerai tout plus tard. Mais en attendant, continuez de faire comme si de rien n'était. Non, c'est fini tout ça. Il est hors de question que je le laisse s'en tirer comme ça. Vous êtes vraiment borné. Vous arrivez même à me faire comprendre pourquoi il veut vous donner une leçon. Je vous ai dit de retourner dans votre chambre et de vous taire. Compris? En disant ça, elle m'avait poussé avec une force que je ne lui soupçonnais pas. Cette interaction imprévue m'avait tellement perturbée que la confusion et la curiosité avaient pris le dessus sur la haine que je ressentais. Je me suis tournée pour repartir en direction de ma chambre, sentant une dernière poussade dans mon dos. Elle voulait que je me taise, mais j'avais des tonnes de questions à lui poser. En tournant la tête vers elle, j'ai remarqué qu'elle avait disparu, aussi soudainement qu'elle avait fait son apparition. Une fois de retour dans mon lit, je n'ai pas pu fermer l'œil. Entre le symbole que j'avais découvert, l'accident de la famille de Mathéo et la discussion que j'avais eue avec Joséphine, mon cerveau était prêt à exploser. Je ne savais pas quel problème régler en premier, mais une chose était sûre.
Il me restait encore beaucoup de choses à faire et à apprendre si je voulais détruire ce monstre.